Assalamu alaikum, j'espère que tout le monde va bien, c'est Fennec plus Ultra et on se retrouve pour une petite vidéo qui devait sortir au plus tard hier soir, mais vous me connaissez. Vous connaissez ma rigueur exceptionnelle et donc ça sort que aujourd'hui à quelques heures du match. Je suis désolé, hein, j'avais fait la vidéo comme promis, mais je me suis rendu compte que j'enregistrais dans le vide, c'est-à-dire qu'on n'entendait pas mon micro. Donc voilà, il faisait trop tard après pour que je la refasse. Donc désolé, la vidéo ne sort que maintenant. Donc, dans cette vidéo, on va parler du match de l'Algérie face au Burkina Faso pour la deuxième journée du groupe E. Si je dis pas n'importe quoi, c'est le groupe E hein, dans lequel on est. Euh, un match qui va être décisif parce que les Burkinabés sont à égalité de points pardon, avec nous. Donc, c'est le match qui va définir qui certainement finira premier de cette poule. Donc, match très important. Donc, dans cette vidéo, comment ça va se passer? Je vais parler, selon moi, des trois joueurs importants du Burkina Faso, des trois joueurs clés selon moi, et aussi après de leur système de jeu, très brièvement les frères, et ensuite je vais faire la même chose pour l'Algérie. Et pour terminer, il y aura comment dire, une petite parenthèse sur un joueur de l'équipe nationale. Euh, on va dire une espèce d'intervention d'un frère que je connais sous le nom de Gouiri et je le remercie pour cette petite vidéo, mais on y reviendra un peu plus tard. Donc pour cette équipe du Burkina Faso, pour le premier joueur que j'ai sélectionné, c'est Tapsoba. Donc forcément, Tapsoba, défenseur central du Bayer Leverkusen, très très bon niveau. Euh, pour le décrire un petit peu, hein, c'est un défenseur un peu assez moderne, très bon dans la relance et leader de sa défense. Il est présent physiquement, un très bon physique et un très très bon jeu de tête. Ça lui arrive grâce à ce jeu de tête, pardon, il arrive souvent à marquer et peut poser des problèmes justement sur coup de pied arrêté, que ce soit offensif ou défensif. Il faudra faire attention à Trapsoba sur les coups de pied arrêtés. Euh, pour ce qui est des points faibles, il manque d'agressivité, c'est-à-dire qu'il a un bon placement, etc. Mais c'est pas quelqu'un qui va forcément aller vite au contact. Il laisse l'espace aux attaquants et quand les attaquants sont rapides, il a beaucoup de mal face aux attaquants qui sont très rapides. Donc voilà, peut-être un peu calme défensivement, si je puis dire ça comme ça, et un peu moins impactant quand il a affaire à des défenseurs rapides. Mais en général, de manière générale, Trapsoba est vraiment un très très bon défenseur qui va certainement nous causer des problèmes. Donc voilà pour le premier que j'ai sélectionné. Pour le deuxième, j'ai bien évidemment pris Dango Ouattara qui est, on va dire, leur Amora national. Voilà, c'est leur Amora, c'est leur petit chouchou. Euh, pour parler de lui, c'est un ailier gauche rapide qui évolue en première ligue. Il est rapide, il est percutant, il est efficace en 1 contre 1. C'est un très bon dribbleur. Il est capable de créer des décalages, des accélérations soudaines. Donc ça, c'est très important. Qu'est-ce que je veux dire par accélération soudaine? C'est comme Attal. Youssef Attal, dans ses beaux jours, ce qui était intéressant avec lui, c'était que il était face à un joueur et il arrivait à faire une poussée de balle et à accélérer de manière très rapide et c'était très difficile pour les défenseurs ou pour les joueurs qui marquaient Atal de le stopper finalement. C'était très compliqué et il a un petit peu ce caractère-là. Pour ce qui est des points faibles, j'ai noté l'irrégularité devant les cages. Hein. Il est pas finisseur tout le temps et quand alors qu'il est bon en 1 contre 1, ça devient tout de suite problématique quand il y a deux joueurs sur lui. C'est pas le genre de joueur qui va réussir à passer deux ou trois joueurs tant il devient prévisible en fait quand il y a plusieurs joueurs sur lui. Donc voilà pour ce qui est des points faibles, on va dire, de Ouattara que j'ai pu noter. Et pour le dernier joueur, on est obligatoirement obligé de parler de Bertrand Traoré, qui est le capitaine de l'équipe, 30 ans, c'est pas si vieux que ça. Donc il peut jouer ailier droit, attaquant ou même milieu offensif. Euh,
Je vous invite à regarder un petit peu son parcours. Vous verrez qu'il a une très belle carrière, hein. Ça m'a étonné, hein, mais très très belle carrière. Il est passé notamment par l'Olympique Lyonnais. Il a évolué en Liga et aujourd'hui il est à Sunderland. Euh, donc, il a de l'expérience. Pour ce qui est de ses points forts, il a un bon sens du but. Il est habile devant les cages. Pardon. Qualité technique très bonne. Vision de jeu très intéressante et il est expérimenté. Donc voilà pour ses points forts. Maintenant, pour ses points faibles, et c'est normal, c'est avec l'âge, il est un peu moins explosif. Il évolue aussi, hein, sur les ailes. Et donc il est un peu moins explosif. Et donc ça se ressent quand il est sur le côté. Et il est parfois trop discret quand son équipe manque d'imagination. Ce que je veux dire, c'est que euh, quand son équipe n'est pas bonne, c'est pas forcément lui qui va réussir à porter son équipe. Voilà. Il y a une petite dépendance, des fois, j'ai l'impression, à ce joueur. C'est-à-dire que quand ce joueur est bon, son équipe est bonne. Par contre, quand son équipe n'est pas bonne, il a du mal, lui, à être bon. Voilà. Il a aussi. Ça va dans les deux sens. C'est très particulier. C'est bizarre. Je sais pas si vous avez compris ce que je voulais dire, mais bref, il y a une codépendance entre lui et son équipe. Donc voilà pour les trois joueurs que moi j'ai soulignés. Dites-moi ce que vous en pensez. Si vous, il y a d'autres joueurs qui vous font peut-être peur aussi, hein, du Burkina Faso, c'est possible. Pour ce qui est du style de jeu du Burkina Faso, alors il y en a beaucoup qui vont dire que le Burkina Faso, c'est une équipe qui joue au football, ils attaquent, etc. Pas du tout. Moi, de ce que j'ai vu, c'est pas vraiment ça. C'est-à-dire que déjà, ils s'appuient sur une solidité défensive qui est très bonne. Alors, il ne faut pas se fier sur le dernier match parce que sur le dernier match, la défense, elle était un peu à la rue. Mais en réalité, de manière générale, le Burkina Faso sont très bien organisés défensivement et ils jouent sur les contre-attaques. Surtout, ils s'appuient beaucoup sur Ouattara. Voilà, surtout sur Ouattara. Et c'est pour ça, après, je vous dirai le 11 que je mettrai et pourquoi je le mettrai. Mais voilà, ça va très très vite. Ça va, un jeu de transition vraiment rapide. Et donc, il faudra faire très attention à ça. De la vitesse et percussion sur les ailes, comme je disais. Et ils ont de l'expérience, ils ont des joueurs à expérience. Et ils ont de la polyvalence tactique. Donc, ils ont une capacité à s'adapter qui est très bonne. Et c'est pas donné à toutes les équipes, hein. En général, une équipe, quand elle a une identité, elle a du mal à changer d'identité. Eux sont assez polyvalents dans l'aspect tactique. Donc voilà, pour les points faibles que j'ai notés, il manque de constance offensive. Voilà, voilà, je l'ai dit, hein, ils sont pas habiles devant les cages. On a Bertrand Traoré qui l'est, mais qui est pas un numéro 9. Et les ailiers peuvent manquer de finition et même leur numéro 9 n'est pas exceptionnel, quoi. Dépendance aux individualités, les actions décisives reposent parfois trop sur la créativité de Traoré et la vitesse de Ouattara. Donc ça rend le jeu un peu lisible en fait. Si on cadenasse ces deux joueurs-là, on peut arriver à museler cette équipe. Il y a une trop forte dépendance sur ces deux joueurs. Pression élevée. Face à des équipes très techniques ou rapides, la défense peut se montrer vulnérable. Et on a vu, hein, sur leur premier match de la CAN que c'est ce qui s'est un peu passé en réalité. Euh, ils sont bien organisés, mais avec voilà, rapide et technicité, de toute façon, c'est difficile pour tout le monde de défendre, hein, face à des joueurs rapides et techniques, mais un peu plus pour eux. Moins de profondeur d'effectif. Bah, ils ont des très bons joueurs, mais sur le banc, c'est compliqué. Sur le banc, voilà. La différence entre les titulaires et les remplaçants est trop grande. Et donc, ça leur joue des tours, hein. Nous, on a beaucoup, beaucoup de chance à ce niveau-là. Donc, voilà pour mon analyse du Burkina Faso. Je vais vous mettre la petite stat, hein, juste par curiosité. Donc ça, c'est la stat face à la Guinée. Donc ils ont 19 frappes, 9 cadrés et 2 buts. Les 2 buts qu'ils ont mis en toute fin de match, en toute fin de match pendant les prolongations, contre une Guinée qui était réduite à 10 à la mi-temps. Donc ils ont joué toute une mi-temps à 11 contre 10 et ils ont mis beaucoup de temps à égaliser parce qu'ils ont pris le but. Ils ont pris à 11 contre 10, ils ont réussi à prendre un but et après ils ont égalisé puis pris l'ascendant sur la Guinée. Après, voilà, ça montre aussi que
on aurait peut-être eu un autre match à 11 contre 11. Parce que ça joue beaucoup, hein. Ça joue beaucoup, hein. Un joueur, ça pèse, hein. Ça pèse beaucoup quand il manque un joueur. Et donc voilà, pour être, sans vouloir être arrogant, ce Burkina Faso ne me fait pas très peur. Très sincèrement, ça ne me fait pas très peur. Maintenant, à voir, hein, chaque match est différent. Et on sait très bien que quand les équipes africaines jouent l'Algérie, ils jouent toujours à 200%. Donc on peut voir aussi un autre Burkina Faso face à l'Algérie. Hâte en tout cas d'être à 18h pour voir ce match. Je pense que ça va être intéressant. Voilà pour ce qui est du Burkina Faso. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire, hein, ce que vous en avez pensé. Je vais parler maintenant de l'Algérie. Donc on va commencer pareil par les trois atouts. Nos trois atouts selon moi. Enfin en tout cas nos trois joueurs qu'on doit surveiller plutôt. Voilà, parce que des atouts on en a beaucoup. Il faudrait que je fasse une vidéo d'une demi-heure, 1 heure. Donc le premier joueur à surveiller lors de ce match, pour moi, c'est évidemment Amora. Amora, pour moi, sur le premier match, il est l'homme du match. Voilà, il y a Mahrez qui nous a sorti un doublé masterclass. Je vais revenir sur Mahrez, mais il faut revoir le match. Il faut voir à quel point Amora a pesé sur la défense adverse. Les ballons qu'il récupérait très haut, les occasions qu'il a créées. Non, Amora, il est vraiment au-dessus de cette équipe. Il est au-dessus de cette équipe. Il y a de toute façon, selon moi, deux joueurs qui sont vraiment au-dessus de cette équipe nationale. C'est Amora et Maza. On voit très clairement une équipe avec Maza et sans Maza. Quand Maza rentre et quand il n'est pas là, il y a deux visages. Et Amora, c'est pareil, les frères. Demain, enlever Amora du terrain, vous allez le sentir. C'est vraiment deux joueurs qui sont au-dessus. Donc moi, je voulais souligner ça. Amora à surveiller, il faut qu'il confirme. Parce que avant la CAN, c'est vrai que les derniers matchs de qualif Coupe du Monde, c'était pas trop ça. Ah, désolé. Hop, ça va bientôt être l'heure de la salade. Et il n'y aura pas de montage, donc je vais pas l'enlever. Désolé les frères. C'est du one shot. C'est du one shot. Donc Amora, comme je disais, il est joueur à surveiller. Derrière ça, bien évidemment, Riyad Mahrez. Alors Riyad Mahrez, là, quand il montre du doigt, c'est moi, j'étais au stade. Il a cherché la tête de renard, la tête de fennec. Il m'a vu, il m'avait... Voilà, tu vois. Donc, s'il y a la vidéo, il dit, on t'entend moi, hein. Tu vois, avec sa petite voix, là. On t'entend moi, le fennec. Non, il m'a fermé, il m'a fermé mon clapet. Très sincèrement, il m'a fermé ma bouche et merci de m'avoir fermé ma bouche, Riyad. Franchement, merci sur ce match. Maintenant, et il faut rester objectif, c'est un bon match sur 20. Il faut qu'il confirme. Moi, ça me met beaucoup de baume au cœur, mais la dernière fois où j'ai fait confiance à Mahrez, c'était contre le Mozambique. Après le Mozambique, je me suis dit, c'est bon, on l'a retrouvé. Et puis derrière, on a connu encore une dizaine, voire une quinzaine de matchs de disette. Voilà, les frères. C'est ça la réalité, hein. Donc, je prends quand même mes précautions. Je prends quand même mes précautions. Benasser, avant ce match-là, là, l'avant-dernier match en match amical, il nous sort une masterclass. Dernier match, c'était pas trop ça. Il n'a pas été mauvais, mais c'était pas le Benasser de l'avant-dernier match, quoi. Et là, on ne peut pas dire il n'est pas en forme ou quoi que ce soit. J'entends des énormités, des fois, il n'est pas en forme. S'il est en forme, les frères. Depuis le début de la saison, il ne s'est pas blessé. Il joue tous les matchs qu'il peut jouer, il les joue. Il est titulaire et quand il n'est pas titulaire, il rentre quoi qu'il arrive. Il a du temps de jeu tout le temps. Donc non, Benasser, bref. C'était une petite parenthèse pour dire que voilà, il faut continuer. Il faut confirmer ce que tu as fait, Mahrez, sur le temps. C'est-à-dire sur les matchs qui arrivent. Et je compte sur toi. Bi'idnillah. Et puis, pour le troisième joueur, pour moi, à surveiller, c'est Ibrahim Maza. Ah, si Maza n'est pas titulaire, je comprends rien. Si Maza n'est pas titulaire, les frères, je ne pourrai pas défendre Petkovic et je vais avoir la haine contre ceux qui vont le défendre. Là, si Maza n'est pas sur le terrain dès le départ, Petkovic ne connaît rien au football. C'est bon? Non, mais ça, c'est clair et net. Qu'on gagne 8000-0, ça, je ne veux pas le savoir. Tu ne mets pas Maza sur le banc. Avec l'entrée qu'il t'a fait, tu ne le mets pas. Je vous rappelle que Maza rentre 20 minutes, il est buteur. Donc il marque, mais en même temps, il marque l'histoire de la sélection en étant le plus jeune Algérien à avoir marqué dans une CAN, en battant le record de Ben Taleb. Voilà, rien que ça. Maza, Masha'Allah, c'est un monstre. Et tu ne peux pas le mettre sur le banc. C'est une réalité. Il est jeune, mais il s'impose tout seul, de lui-même.
Donc tu ne peux pas le mettre sur le banc. Donc Petkovic joue pas à l'abruti, joue pas à l'imbécile parce qu'on va se fâcher. Donc voilà pour les trois atouts de l'équipe nationale. Euh, Cette équipe nationale, finalement, quand on regarde comment elle a entamé cette CAN, elle a été très bonne, hein. Moi, je sais que beaucoup ont été déçus, mais moi, j'ai été content. Donc là, je vous mets les stats, hein, contre le Soudan. 13 frappes, 8 cadrés et 3 buts, hein. 3-0, c'est net et sans bavure. Je vous- Il y a des choses à discuter. Maza qui n'est pas titulaire, je suis d'accord. Mais quand on va parler du 11, parce qu'il y en a beaucoup qui parlent du 11, je vais me faire l'avocat du diable. Mais Petkovic, dans son 11, finalement, le seul le seul joueur sur le terrain qui est incompréhensible, c'est Shaibi. Pas parce que Shaibi est mauvais, hein, pas du tout, mais parce qu'il est à la place de Maza et ça, c'est pas compréhensible. Mais les frères, avant le match, c'est-à-dire vraiment avant le match, si on vous avait dit Lucas dans les cages, je pense qu'on aurait été une majorité à dire OK. Ait Nouri à gauche, une majorité à dire OK. La charnière centrale qui ne change pas, c'est logique. On aurait tous été d'accord avec ça. Belrali à droite, on est tous d'accord avec ça. On aurait dit en double pivot, les numéros 8, tu mets Boudaoui, Benasser, tout le monde aurait dit ok, c'est logique. Mais en numéro 10, tout le monde voulait Maza. Lui, il a mis Shaibi. Ça, c'est le point d'interrogation. C'est la faute professionnelle de Petkovic. À gauche, Amora, c'est normal. Bounjah, ça semblait normal. Et à droite, on savait que c'était Mahrez. Donc, finalement, le 11, on était tous OK à 99% avec Petkovic. Il manquait que Maza. Mais c'est Maza qui fait la différence. Maza, titulaire, on ne gagne pas que 3-0. Ma main a coupé qu'on gagne beaucoup plus. Maza, c'est vraiment un monstre, les frères. Mais c'est pas parce qu'il n'a pas mis le joueur qu'il fallait, c'est pas parce qu'on n'a pas fait le match qu'on aurait voulu voir qu'il faut critiquer pour critiquer. Et la réalité, elle est là. 13 frappes, 8 cadrés, 60% de possession de balle, c'est très bon. Mais il n'y a pas que cette stat qui est intéressante. La stat qui est intéressante, c'est les 14 fautes, 0 carton jaune. Ça, j'aime beaucoup. Pourquoi? Parce que ça veut dire que c'est des fautes intelligentes. Et ça, j'aime. On regarde le Soudan qui font des fautes dans la pagaille, deux cartons jaunes, un carton rouge. Vous voyez? Donc ça, c'est des éléments qui sont intéressants. 3 hors-jeu pour nous. Ça, il faut travailler dessus. Et 11 corners. Je pense qu'on devrait beaucoup plus s'entraîner sur les coups de pied arrêtés. Avoir 11 corners, c'est vraiment un cadeau dans un match. Il faut vraiment utiliser ces corners, bien les frapper. Je crois que c'est Benasser qui avait super bien frappé le sien. C'est Shaibi qui avait beaucoup de mal. Shaibi qui n'était pas dans son match, hein, sur ce match-là. Vous connaissez mon avis sur Shaibi, mais là, je ne peux pas le défendre. On constate, il n'a pas été bon. Ben Sebaini, pour moi, était l'un des plus nuls algériens sur le terrain. Voilà, comme ça, c'est dit. Donc voilà, j'essaye de voir match par match. Et Shaibi n'a pas été bon. Mais Shaibi ne devait pas être numéro 10. C'est Maza numéro 10. Et si tu mets Shaibi titulaire, c'est à la place de Boudaoui ou de Benasser. Il faut suivre les joueurs dans leur club, voir ce qu'ils font dans leur club. J'ai l'impression que Petkovic ne les regarde pas visiblement. Donc voilà pour ce qui est de l'équipe nationale, les frères. Donc en prenant compte de tout ça, je vais vous donner mon 11 et un petit peu ma stratégie de jeu face au Burkina Faso si ça avait été moi le sélectionneur. Donc moi, le 11, il aurait été sensiblement le même que pour le premier match, à 3 ou 4 exceptions. Bah, c'est beaucoup quand même, c'est la moitié de l'équipe. Ouais, bon, j'aurais changé, j'aurais fait quelques petits changements en vrai. J'aurais juste déjà les arrières latéraux. Les arrières latéraux, j'aurais mis Chergui à droite et Hadjam à gauche. Pourquoi? Parce que comme je vous ai dit, le Burkina Faso aime beaucoup jouer sur les côtés et en contre-attaque. Donc on a besoin sur les côtés de mecs qui tiennent la baraque. Chergui, même si malheureusement ça fait un mois qu'il n'a pas joué, je pense que ça reste un peu plus solide défensivement que Belrali, même si Belrali est très bon défensivement. Mais il a plus un profil défensif, je trouve, Chergui. Et à gauche, Hadjam, pareil. Beaucoup plus équilibré, beaucoup plus ouais, équilibré que Ait Nouri. Donc, il pourrait museler Ouattara. Euh, je jouerai sur le. Alors, pas en essayant, parce que je pense qu'ils joueront bloc bas et pour jouer sur les contre-attaques. Et là, je ne jouerai pas forcément avec un Hadj Moussa à droite
et un Ait Nouri à gauche par exemple et Amoura en pointe pour essayer de rentrer dans cette défense. Mais j'essaierai d'écarter cette défense. Donc moi je mettrais plutôt Kebal à droite. Amoura je le laisse à gauche. Et en pointe je mettrais Berkane personnellement. Et avec Maza et au milieu de terrain, comme ça je finis l'équipe. En numéro 10 Maza, Boudaoui derrière et Abdelli pour l'accompagner. Et j'aurais essayé de jouer vraiment un jeu où ça joue en passe et où on essaye petit à petit d'écarter la défense comme ça. C'est-à-dire de les laisser chercher le ballon comme ça, petit à petit, pour créer des espaces et essayer de marquer comme ça. Et je pense que Kebal serait plus intéressant. Et forcément, si sur la durée, on voit que ça... Parce que s'ils courent derrière le ballon, ça les fatigue, hein, forcément. Donc plus le temps passera, et moins ils seront concentrés. Et à la fin, voilà, si on n'a toujours pas réussi à marquer, etc., peut-être à la 60e minute, tu débloques le match, tu fais rentrer Hadj Moussa à droite, tu décales Amora dans l'axe et tu mets Ait Nouri à gauche. Voilà, c'est ce que... Moi, j'aurais misé sur un plan de jeu un petit peu comme ça. Dites-moi ce que vous auriez fait, ce que vous en pensez, si c'est une bonne ou une mauvaise idée. Je pense pas que Petkovic pensera comme ça, on verra bien. De toute façon, je sais pas du tout ce qu'il va faire, hein, mais je pense pas qu'il fera ça. On verra bien, je pense qu'on verra du zéro titulaire. Je vous le dis, préparez-vous psychologiquement. Mais voilà, ça me donne une transition magnifique. Zéro. Il y en a beaucoup qui se demandent, mais pourquoi il est là ce joueur? Qu'est-ce qu'il fait en sélection? Il est nul. Et en réalité, pas du tout. En fait, là où je suis d'accord avec vous, c'est qu'il est nul ballon au pied. Il manque de technicité, il manque d'habilité, surtout quand il est sous pression. Donc il devrait travailler ça. Mais s'il est là, c'est pour l'intelligence de jeu. Donc je ne vais pas m'aventurer à vous parler de choses que je ne maîtrise pas. Moi, je suis comme vous, je suis qu'un supporter et bien que j'aimerais me lancer un petit peu dans une carrière d'entraîneur, hein, amateur, hein, euh, c'est pas encore le cas. Donc je vais vous montrer une vidéo que j'avais déjà montrée chez Zoubir en live d'un frère qui parle de Zerouki et de très belle manière pour que vous puissiez peut-être comprendre ce que les entraîneurs de Belmadi à Petkovic, je vous le rappelle, ont pu lui trouver. Et peut-être que derrière, vous comprendrez pourquoi il force avec ce joueur. Parce qu'il a quand même des grosses qualités qui se font rares dans le monde du football. Donc, je vous laisse écouter notre ami et frère Gouiri de son pseudo à qui je passe un grand salam. Salam Fennec frérot, je voulais juste, ça va être un peu ghetto, mais je voulais juste revenir sur un joueur, là pour te montrer un peu. En fait, je voulais parler de Zerouki, parce que je sais que toi, tu comprends, l'autre fois on en a discuté, mais je sais qu'il y en a beaucoup qui le critiquent vachement, 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 parce que voilà, ils regardent ça, après, je leur en veux pas forcément, mais c'est juste pour comme ça, tu vas mieux comprendre encore sur palette comme ça où allait son intelligence de jeu. Et c'est pour ça que c'est un joueur que j'aime beaucoup, mais bon, malheureusement, techniquement, des fois, ça pêche. Mais regarde là, je vais couper. Donc là, je vais montrer la première situation. On regarde ce qui va se passer. Donc Zerouki, il est juste ici. Et regarde. Hop, t'as vu le comportement qu'il a ici? C'est-à-dire qu'en live, il regarde Hadj Moussa, il lève son bras, il lui dit place-toi ici entre les trois joueurs qui sont là. Là, et là, ici. En fait, ce qu'ils appellent le jeu de position, c'est-à-dire qu'en fait, Hadj Moussa, en venant se placer ici, il va gêner en fait ces deux joueurs-là plus celui-là. Parce qu'en fait, ça va les obliger à resserrer sur Hadj Moussa parce que les trois ne vont pas savoir qui doit le prendre. Du coup, ça va être hyper chiant. Et du coup, en faisant ça, ça va permettre justement à Zerouki de venir se replacer un peu plus haut. Et tu vas voir le comportement des deux, comment ils vont faire quand Hadj Moussa va venir s'intercaler là. Regarde, là ce qu'ils font. Hop. Et voilà, tu as vu le set ce qu'il fait? Tout de suite, il revient se placer pour fermer ici, en laissant du coup Zerouki seul. C'est pour ça que c'est hyper intelligent, c'est le jeu sans ballon. Donc tu vois. Et tu as vu le 15 ce qu'il fait là? Il est revenu, tu vois, petit à petit, juste entre les deux. Donc là, le ballon joue. Et là, ce qui est bien, ce qu'on peut remarquer, c'est que tu vois que tous les joueurs algériens, en fait, montent le bloc, équipe tous ensemble. Et ça, c'est super intéressant parce que par la suite, ça fait quoi? Hop, regarde. Bounedjah qui fait le pressing, Mahrez qui fait le pressing, et Zerouki ici qui fait le pressing sur son joueur avec Hadj Moussa. Ça, c'est très très bien. Ce qui va être encore plus intéressant en vrai, c'est la suite.
C'est la suite. Regarde. Zerouki. Regarde ce qu'il va faire là. 1, 2, 3, 4. Il a levé 4 fois la tête pour voir ce qui passait dans son dos. C'est là où c'est un joueur très très intelligent parce que tout le monde ne fait pas ce genre de prise d'infos. C'est là où il est très fort. Et en plus, il se place très très bien parce que regarde, il est au milieu du 10, du 7, du 15 là et du 25. Donc si je remets un peu en arrière, hop, donc là il va prendre ses prises d'infos. Donc il se place hyper bien. Et du coup, le 10, regarde ce qu'il fait. Il tourne la tête, tu vois, en demandant à lui de monter dessus. Et lui, ce qu'il fait, ça l'oblige à revenir, regarde, revenir intérieur pour resserrer. Pourquoi? Juste parce que Zerouki, il était là. En fait, Zerouki, là, il a cassé la tête à 1, 2, 3, 4 joueurs. C'est pour ça qu'il est hyper important dans ce registre. Et c'est pour ça que Petkovic, il le fait jouer beaucoup, parce que c'est exactement ce qu'il doit avoir, je pense. Et là, juste sur l'action, ici, de Benasser, là, c'est hyper mal joué. Je vais te dire pourquoi c'est hyper mal joué de la part de Mandy. Il a, à aucun moment, faut jouer long là, c'est n'importe quoi. Pourquoi? Bon, le contrôle. Et hop, tout de suite Marez. Et c'est qui vient à la rescousse? En fait, ici, c'est Zerouki. Et c'est pour ça qu'en fait, Zerouki, malgré lui, il est obligé de. En fait, à partir du moment où Mandy fait partir le ballon, lui, en tant que numéro 6, son rôle, c'est de venir accompagner les attaquants. Mais malheureusement, comme je dis, malgré lui, il vient accompagner. Mais c'était à Hadj Moussa de venir prendre cette place ici. Je vais t'expliquer pourquoi. Parce que dans cette situation-là, regardez, il essaie de dribbler, il force. Mais là, c'est pas de sa faute en fait. Tout le monde lui tombe dessus, mais c'est clairement pas de sa faute. Je vais te dire pourquoi c'est pas de sa faute. Parce qu'au départ du ballon ici, quand Marez il le perd, ce qu'il aurait dû faire Hadj Moussa ici, déjà, là il est trop attentif. Hein. Ce qu'il aurait fallu faire ici, en fait, là, Zerouki se dit c'est trop tard en fait, parce que le ballon il arrive sur lui. Tu as les défenseurs qui sortent fort sur lui. C'est un joueur qui n'est pas technique, qui n'a pas une grosse explosivité. Donc là, il sait déjà. Avant qu'il reçoive le ballon, il sait déjà que c'est trop tard, qu'il va devoir aller en un contre un, forcer le dribble. Là, en fait, si tu regardes son comportement, là, des chevilles, en fait, et du comportement qu'il a, Hadj Moussa, en fait, il fuit, en fait. Il propose pas de solution, tout simplement, en fait. C'est-à-dire qu'il propose une solution dans le petit espace qui est là. Alors, je vois ce qu'il faut faire. C'est très bien, mais le problème, c'est que derrière ici, tu as 1, 2, 3, 4, tu as 5 défenseurs. Et l'espace de jeu, il est très, très, très réduit ici. C'est-à-dire que même au pire des cas, si Zerouki avait réussi à trouver ici Hadj Moussa, ici les trois, là, ils auraient refermé ici. Hadj Moussa, qu'est-ce qu'il aurait fait? Et bien, soit il aurait forcé, après il a la capacité de le faire, ou alors il serait revenu en arrière. Mais ce qui aurait été le plus judicieux là, c'est que Hadj Moussa reste ici, que Zerouki fasse quelques pas en arrière. Comme ça, quand Zerouki aurait eu le ballon là, il aurait trouvé Hadj Moussa ici. Hadj Moussa a deux solutions. Soit il prend le ballon, là il est face au jeu, là il est face au joueur, là il va en un contre un. Soit il passe, ou soit il y a penalty comme il l'a montré en deuxième mi-temps, ou soit il frappe. Il y a plusieurs solutions. Ou alors il rejoue avec Zerouki en appui, et Zerouki prend le ballon et il repart derrière. Et là le problème c'est qu'il force, et il en perd le ballon. Et là c'est fini. Voilà. Mais là sur ce coup-là, c'est pas de sa faute. Mais sur ce que je t'ai montré avant, c'est pour ça que je dis que c'est un joueur très 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 intelligent. Et que c'est un joueur, malheureusement, où beaucoup de gens tombent dessus. Mais c'est un joueur qu'il faut savoir lire et puis regarder. Donc j'espère que j'ai été assez clair et que je n'ai pas parlé trop longtemps. Excuse-moi du schéma un peu ghetto. Voilà les frères. Je pense qu'il en a, comme j'ai dit, hein, de toute façon, il en parle beaucoup mieux que moi. Vidéo très intéressante. N'hésitez pas aussi à dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Ça va donner de la force aux frères. Si ça vous intéresse, j'essaierai de, comment dire, d'inclure plus souvent ce type, son intervention tout simplement. Moi, ça m'intéresse. Moi, ça me parle beaucoup ce genre d'intervention. J'essaierai de les inclure un petit peu. Dites-moi si ça vous a plu ou pas. En tout cas, on a fait le tour pour ce qui est du match Algérie-Burkina Faso. Je vous donne rendez-vous pour après le match. Ça m'a fait plaisir de faire la vidéo. Je vous dis à très bientôt. Barakallahu fikum. Et 1, 2, 3, viva l'Algérie. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tahia Jazair.